Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence cet après-midi pour cette rencontre qui personnellement me tient beaucoup à cœur. Je remercie aussi évidemment Jacques de Meyer de nous faire l'immense plaisir, honneur et amitié d'être présent aujourd'hui à Liège malgré un agenda extrêmement chargé. Donc je vous ferai pas l'affront de présenter Jacques de Meyer, auteur, interprète de Front de 4-2, mais pas que, de Underviewer à Modern Cubisme en passant par C-Tech, Cobalt 60, 32 Crash et bien d'autres. Il a vraiment marqué de son empreinte la scène électronique au niveau international. Sa présence parmi nous aujourd'hui ne relève pas seulement de sa carrière dans la musique électronique, dans la mesure où l'invitation qu'on lui a faite s'inscrit dans un projet intitulé Source ouverte, dans lequel à Point Culture nous avons réfléchi sur l'hybridation comme moteur de création artistique. Dans ce cadre-là, la présence de Joël de Meyer parmi nous me paraît tout à fait illustrative, dans la mesure où sa carrière et surtout ses horizons artistiques sont particulièrement illustratifs de l'hybridation au niveau de l'inspiration, conduisant à une forme de création tout à fait personnelle et originale, dont il parle beaucoup mieux que moi, donc je lui cède immédiatement la parole. Donc un tout grand merci à vous. Merci. Merci, donc merci d'être là. Je vais vous parler musique électronique, poésie, science-fiction et contraintes formelles dans le cadre donc de cette série d'exposés sur l'hybridation comme moteur de création culturelle. Je ne vais pas vous faire un exposé savant parce que dès que monsieur Sylvain Isaac, ici présent, m'a parlé de ce sujet, avant de savoir dans quoi j'allais mettre les pieds, j'ai été voir beaucoup de vidéos sur Internet, enfin beaucoup, il y en a quand même quelques-unes, qui parlent d'hybridation musicale. Ce sont des exposés très savants qui sont faits par des sociologues qui développent des idées certes intéressantes, mais quand ils parlent de la pratique des musiciens, ce sur quoi devrait reposer leur grande théorie très bien ficelée, je trouve qu'ils sont assez souvent et assez largement à côté de la plaque. Donc moi je vais faire l'inverse, je vais rester au ras des pommes de terre. Je vais vous parler de ce que je fais dans mon travail de tous les jours et à un moment je prendrai un peu de la hauteur en mettant des gants et en vous prévenant de façon à ce que vous ayez l'occasion de bien vous accrocher à vos sièges. Alors le plan de cet exposé, je vais faire un petit survol de carrière où je vais essayer de rester objectif et de trouver le juste équilibre entre une sorte de masturbation publique et puis une fausse modestie. Pas toujours évident. Je vous parlerai alors après de mes groupes un par un, leurs caractéristiques, leurs sources d'inspiration, avec une illustration sonore ou pas, pendant tous les cas. Et puis pour faire la transition avec le suivant, je ferai des considérations générales ou particulières. C'est un plan qui n'est pas très contraignant, qui ne m'engage pas grand-chose. Puis groupe 2 et suivant, etc. À la fin de la conférence, pour ceux qui se seraient endormis en cours de route, je ferai un petit résumé, une conclusion, et je vous ferai une petite performance a cappella. Ça, c'est l'ensemble des groupes dans lesquels j'ai commis les bribes de ma carrière. Donc, vous avez UV, c'est tout abrégé parce qu'il n'y avait pas la place pour que ça reste lisible. Underviewer, dans l'ordre, Front 242, Cobalt 60, C-Tech, Modern Cubisme, 32 Crash et les oiseaux moqueurs. La date de création, la date de début, et puis la date de fin pour les deux groupes qui n'existent plus, Cobalt 60 et C-Tech. La ligne d'en dessous, vous avez la langue utilisée. Au départ, c'est uniquement l'anglais, puis il y a le français qui arrive et qui s'impose de plus en plus. Le nombre d'années que j'ai passé dans ces groupes, je suis un centenaire de la musique. Bien entendu, Underview, c'est mon groupe le plus ancien. Il a 36 ans, il n'a jamais été arrêté, mais il a été en léthargie pendant très très longtemps. Puisque sur les 20 concerts là, qui sont notés tout en bas, il y en a 10 qui ont eu lieu avant 1980 et 10 qui ont lieu après 2011. Vous voyez il y a un grand creux, et en fait, c'est un groupe de feignants, puisqu'en 36 ans, ils n'ont fait aucun album. Ils ont quand même écrit à peu près, ils ont eu l'occasion d'écrire une trentaine de chansons. Donc si on balaye le tout comme ça, 33 ans dans Front 2K2 avec 8 albums, uniquement les albums de studio. Si on compte les albums live, on peut multiplier ce montant par 3 ou 4 au moins. 80 chansons pour Front 2K2, etc. Donc, total de la carrière, 103 ans dans des groupes, 17 albums. 17 albums en 103 ans, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait moins d'un album tous les 5 ans. 290 chansons à peu près interprétées, pas toutes écrites d'ailleurs non plus. Et au nombre des concerts, c'est Front 2K2 évidemment
qui en compte le plus, à peu près 1000, et 250 à peu près avec les autres groupes. C'est pas terrible, hein, 1250 concerts environ sur une carrière qui s'étale sur 36 ans, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 30 par an. Pour ceux qui sont dans le milieu, un groupe qui tourne aujourd'hui et qui est appuyé par une firme de disques et qui les envoie vraiment sur scène pour conquérir du public, ils font facilement 200 concerts sur une seule année. Donc, si j'avais travaillé à ce rythme-là, je n'aurais eu besoin que de 6 ans et je serais probablement décédé aujourd'hui. En 1978, je rencontre deux amis d'un de mes frères qui tripotent des machines très bizarres sur lesquelles il n'y a même pas toujours de clavier. Ce sont les premiers synthétiseurs Korg, les premières machines synthétiques qui sont disponibles pour le public à des prix abordables. Elles coûtent entre 10 et 20 000 francs belges à l'époque chacune. Ces gens avaient un peu de sous de côté et ils commencent à triturer tout ça. Je les rejoins et on commence d'abord à essayer de trouver comment ça marche. La première heure sur le premier instrument sans clavier, on n'a rien trouvé. On a mis 1 heure avant de commencer à sortir un son. Et puis on apprend, on lit les manuels, on apprend, on développe un peu notre technique à ce niveau-là. Et à un moment, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un morceau. Et on se dit, mais ce serait bien d'y mettre des voix. Qui est-ce qui va s'y coller? Et on a chacun fait des essais avec notre enregistreur à l'époque. Et c'est moi qui m'y suis collé parce que j'avais la voix qui correspondait le mieux à ce type de son-là. Donc voilà, c'est comme ça. Voici une photo prise lors d'un concert d'Underviewer à Bruxelles il y a quelques mois. La plupart des photos que vous allez voir sont des photos de Madame Fabienne Cressens, qui, avec le temps, est devenue une amie de plusieurs des musiciens et qui est un peu devenue la photographe officielle en quelque sorte. Ça, c'était l'épisode Underviewer. Je ne vous ferai pas entendre de morceaux, puisqu'il n'y a pas d'album qui est sorti. Il y en a un qui est en préparation pour cette année-ci. Quelques considérations générales sur le travail d'un auteur-interprète, ou plutôt son rôle ou l'intérêt qu'on peut lui accorder. Dans le New Musical Express, il y a une vingtaine d'années, il y a eu un sondage auprès des auditeurs, des lecteurs du journal, qui a priori étaient des auditeurs de rock. 80% ont déclaré n'avoir pas grand-chose à foutre, voire rien du tout à foutre des paroles. Donc ça vous rabaisse un peu l'ego, hein, quand vous avez l'habitude d'être dans les projecteurs et dans la lumière. Vous voyez quand même une personne sur 5 qui s'intéresse réellement à ce que vous chantez. D'un autre côté, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que les chansons que l'on préfère, ou les morceaux qu'on préfère, la voix y est toujours pour beaucoup. Le message qui passe, le texte et la façon dont c'est interprété donnent du sens, donnent une dimension humaine, et c'est pour ça qu'on aime ces morceaux-là. Le chanteur peut donc un peu ramener sa fraise. Alors ça, c'est Front de 4-2, il y a 3-4 ans aux États-Unis. Au centre, vous avez Daniel Bressanuti qui a créé le groupe au début de l'année 1981. Vous avez à droite Patrick Codenis qui était mon comparse dans Underviewer. Et moi, je suis à gauche. Et comme toujours sur les photos, je tire la tête. Richard Jonker est au centre. Il nous a rejoint quelques mois plus tard pour donner une dimension plus dynamique au concert. Et derrière, vous avez le batteur allemand Tim Crocker qui nous a rejoint à partir de 1997 comme 5e membre sur scène. C'est le batteur. Je suis obligé de vous parler un petit peu de Front de 4-2. Je ne vous ferai pas entendre de morceaux. Donc, créé en 1981, la musique depuis le départ qui est produite est de la musique électronique, uniquement donc avec des synthétiseurs de tout genre, des samplers et aujourd'hui du software. On appelle cette musique, dès le 2e album, on l'appelle EBM. C'est une abréviation pour Electronic Body Music. Électronique parce qu'il y a un travail assez important de recherche sur les sons, donc il y a tout un travail et une maîtrise technique. Body parce que c'est une musique qui, sur disque, mais encore plus sur scène, a pour ambition quand même de produire un certain impact et de créer la danse. Et musique, évidemment. En abrégé EBM, il y a encore aujourd'hui une scène EBM qui est très vivace, surtout en Allemagne, mais aussi en France et dans d'autres pays, en Scandinavie. Il y a des centaines de groupes qui pratiquent cette musique-là avec des querelles de clochers entre le BM Old School et New School.
Et il y a des dizaines de concerts, de festivals chaque année, avec uniquement des groupes EBM. Front de 4-2 aura la chance de connaître un succès international important et durable, qui dure encore, à notre grand étonnement d'ailleurs. Mais enfin, c'est très agréable. Pour vous dire, par exemple, cette année-ci, alors que ça fait très longtemps que le groupe n'est plus cité dans les médias, mais cette année-ci, on fera le triangle qu'on avait déjà fait lors de notre 25e anniversaire, Bruxelles, New York, Moscou. On a fait une tournée en Allemagne au mois de février, 5 concerts dans 5 grandes villes. Il y avait 1000 personnes tous les soirs. Donc c'est les mêmes chiffres qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc malgré le fait qu'on n'ait plus fait d'albums studio nouveaux depuis 11 ans, en principe, quand vous n'alimentez plus votre catalogue, le groupe il est censé mourir. Et nous, on n'a pas de démarche agressive, je veux dire, on n'est pas représenté par un manager, on ne fait pas partie d'une grosse écurie de groupes de scène qui pourraient nous imposer, comme ils le font souvent, en disant, oui, vous pouvez avoir, si on était signé avec U2, par exemple, vous pouvez avoir U2, mais vous devez aussi prendre Front de 4-2 dans la saison. Donc il n'y a pas ça du tout, on est tout à fait en retrait, c'est un membre du groupe qui fait le management. Les gens qui ont envie de nous avoir, ils nous contactent. On n'a aucun moyen de pression sur les organisateurs pour les obliger à nous faire jouer. Cette année-ci, sur les 10 dernières années, ce sera l'année où on fera le plus de concerts. Vous voyez que les vieux dinosaures ont la peau coriace. Pourquoi est-ce que ça dure depuis si longtemps ? Moi, j'ai quelques idées là-dessus. Je pense que la motivation initiale du groupe était très pure, si je puis dire, très idéaliste. Je pense que dans tout projet, l'idée de départ conditionne énormément de la façon dont ça va se passer. Il n'a jamais été question, dans Front de 4-2 au début, ni de plan de carrière, ni d'avoir du succès, ni de faire des concerts un peu partout dans le monde. La motivation initiale, c'était uniquement s'amuser avec des machines, faire du bruit et essayer de mettre ça ensemble pour produire quelque chose qui tienne la route. Pendant les premières années, c'était uniquement ça. Évidemment, comme le succès a commencé à venir, il est venu lentement. Le premier album, par exemple, la première année où il est sorti, fin 80, début 82, la première année de sa sortie, il s'est vendu à moins de 1000 exemplaires. Le deuxième s'est vendu à plus, et puis les gens qui ont acheté le deuxième se sont dit, c'est intéressant, on va racheter le premier. Et donc aujourd'hui, mais 32 ans après, c'est un album qui s'est vendu quasiment 300 000 fois. Vous voyez que ça a démarré lentement. Avec le temps, donc on a commencé comme des bidouilleurs de machines sans rien savoir. Il y a un professionnalisme qui s'est acquis d'autant plus facilement que chacun a eu dans le groupe un rôle très particulier à faire et donc ne devait pas se disperser à savoir énormément de choses. Tout le monde a sa zone de travail bien déterminée. Et je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles ça continue à fonctionner, dans des conditions qui sont extrêmement confortables, à la fois sur le plan financier, ce n'est pas le moins important, mais sur le plan technique aussi. Donc tout ce qu'on demande comme matériel, on l'obtient. C'est important les conditions dans lesquelles ça se passe, parce qu'on est quand même maintenant relativement âgé. Si la technique n'est pas au point, si les hôtels ne sont pas confortables, je veux dire, après 2 jours, on est mort. Donc, je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles ça marche, c'est la puissance et la qualité du spectacle, de la mise en scène, la qualité du son, la qualité des images qui sont proposées, et aussi, je pense, la qualité de la prestation physique des membres. Il y a peut-être d'autres choses aussi, mais enfin, ça, c'est ce qui me semble le plus évident. Donc, spécialisation des rôles dans le processus de création, je vous en ai parlé. En ce qui concerne l'inspiration des paroles, j'ai peut-être parlé beaucoup de choses qui sont un peu annexes par rapport au sujet direct de la conférence, mais l'inspiration des paroles, comme c'est une musique oppressante, dans laquelle, au point de départ en tout cas, la voix n'est pas censée positionner un chanteur qui a des textes importants à mettre en avant, c'est plutôt un instrument qui est au même niveau que les autres, très logiquement, je dirais, par rapport à cette musique oppressante, la présence humaine est une présence qui doit se battre pour trouver sa place et se trouve un peu déboussolée. Elle exprime une sorte d'incommunicabilité, d'aliénation, mais malgré tout d'essai d'affirmation dans un monde déshumanisé et assez machinisé, donc une sorte d'affirmation et de persistance de l'humanité. Front
Front de K2 à Prague il y a quelques années. Voilà par exemple, je vous ai traduit les paroles du premier morceau qui nous a valu un petit succès en Belgique, qui s'appelait Human, qui est sorti en 1982, c'est le deuxième single du groupe. Ça vole pas très haut, hein, c'est pas de la haute poésie, il semble vivre en Panavision, sur un écran TV ou dans un rêve sans fin des hommes non identifiés, je pense que ce n'est pas juste. Bon, quand on lit ça, on se dit n'importe qui peut faire chanteur dans un groupe électronique, c'est pas faux. Je vais vous chanter la version française d'un morceau très connu, que vous allez reconnaître, enfin j'espère. Je ne peux pas avoir satisfaction, je ne peux pas avoir satisfaction, hé hé hé. C'est ça que je dis, et j'essaye, et j'essaye, et j'essaye, mais je ne peux pas avoir satisfaction. Vous voyez, quand c'est traduit et quand c'est comme ça exposé brut de décoffrage, c'est pas terrible. Et pourtant, je pense que ça viendrait à l'idée de personne de dire que les paroles de I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones ou que l'interprétation de Mick Jagger est un truc complètement ridicule et débile. C'est quelque chose qui marche parfaitement dans son contexte, à la fois les paroles, l'interprétation, la façon dont les paroles et la voix sont mises dans la musique, tout ça marche très très bien. Petite photo d'un concert au Brésil il y a 10 ans. Le groupe va avoir en fait un seul hit, si on peut appeler ça un hit, alternatif, avec Headhunter en 1988. Et là, la source d'inspiration, à l'époque, je travaille comme assistant des ressources humaines dans une grosse compagnie d'assurance, et c'est moi qui suis notamment chargé du recrutement. Et le refrain de ce morceau Headhunter fait « One, you lock the target, 2, you bait the line, 3, you slowly spread the net, 4, you catch the man ». Ce qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est que quand on fait ça sur scène, 1, 2, 3, 4, il y a toute la salle qui lève et qui fait les 1, 2, 3, 4. On n'avait pas prévu ce morceau-là quand on est allé chez notre firme de disques avec le contenu de l'album. Il y avait 10 morceaux sur l'album Front by Front. Et on en avait retenu 2, mais pas celui-là. Et eux, ils ont directement dit, c'est celui-là qu'il faut sortir comme single. Et ils ont très bien fait. Mais c'est vous dire, c'est à mon avis une preuve qu'on n'avait pas vu, nous, la portée commerciale de ce machin-là. Et franchement, moi, quand j'ai écrit ces paroles-là, je pensais à un super morceau de Leonard Cohen. First we take Manhattan, then we take Berlin. J'avais ce morceau en tête. One you lock the target, 2 you bait the line. Faut pas le dire trop fort, mais il y avait de ça dans l'air. Ce morceau est resté pendant 1 an en tête des charts alternatifs aux États-Unis, par exemple, et il a tiré l'album à sa suite avec un superbe clip d'Anton Corbijn. Et cet album s'est vendu rien qu'aux États-Unis à 600 000 exemplaires. C'est quand même, c'est pas tous les jours. C'est l'album qu'on a vendu le plus dans notre carrière. Front de K2 sur scène, je ne sais plus où. Alors, fin de l'épisode Front de K2, qui va déterminer vraiment beaucoup ce qui va se passer par la suite. Donc, auteur, interprète, considération générale. Je ne vais pas vous faire une démonstration parce que c'est évident, chaque type d'écrit, chaque genre musical a ses codes. Je ne vais pas vous dire ça sur chaque type d'écrit. Pensez à un mémo d'entreprise, un journal, un recueil de poésie. Ce n'est pas du tout conçu de la même façon, de la même manière, ce n'est pas la même présentation. Et chaque genre musical a ses codes. C'est ça que je vais développer un peu plus. Quand on écoute un morceau de variété française, on entend une voix qui en général est produite assez en avant de la musique. Il y a un texte qui raconte une histoire. On s'attend à un moment à avoir un refrain bien identifiable qui est éventuellement précédé d'une annonce et puis un changement assez radical de la musique. Et puis on revient à la suite du récit. C'est très codé. Dans la musique électronique, ça peut être très très différent. Dans les autres types de musique, ça peut être très très différent. Je pense, pour prendre 2 extrêmes, un de mes groupes préférés, c'est le groupe américain électronique Suicide, le chanteur Alan Vega. Vous faites tenir un morceau de 5 ou 6 minutes avec 2 phrases. Avec 2 phrases. Il n'a pas besoin de plus. C'est la qualité de son interprétation et de sa présence qui fait tenir le morceau. À l'inverse, un de mes autres groupes préférés, c'est un groupe français de Toulouse qui s'appelle les Fabulous Troubadours, qui perpétue un peu la tradition des troubadours du Moyen-Âge. Ils ont des textes qui sont kilométriques. Ils ne montent d'ailleurs jamais sur scène sans avoir des papiers, parce que c'est impossible de retenir. Ça va tellement vite, il y a tellement de paroles, c'est impossible à retenir par cœur. Ils ont notamment un texte qui fait l'apologie de l'ail.
le condiment, enfin le légume, qui fait 6 pages. C'est vraiment tout ce que l'ail peut vous rendre comme bon service dans la vie, surtout si vous le mangez cru. 6 pages de texte. Dans les deux cas, on est vraiment dans des cas de figure tout à fait différents. Dans les deux cas, c'est absolument parfait. Le résultat final, tout est parfaitement en place. Donc vous voyez que à ce niveau-là, on a quand même une latitude qui est très importante. Et finalement, la seule chose qui compte, c'est qu'au final, le produit que vous allez proposer, il tient la route. En ce qui concerne, auteur-interprète, écrire et chanter. Écrire, l'inspiration, elle vient d'où quand on écrit ? Elle peut venir de partout. Vous avez vu le morceau précédent, When You Lock the Target, etc. C'est un parallèle que j'ai fait entre le travail que je faisais, comment intéresser quelqu'un à venir travailler chez nous, et un parallèle avec vraiment une véritable chasse à l'homme. Donc on peut trouver de l'inspiration à la limite, si j'ai beaucoup d'imagination, je peux me verser un verre d'eau et puis commencer un morceau sur cette base-là. Ça peut vraiment venir de rien, je vais en reparler un peu plus tard. Au niveau technique, moi j'ai trouvé un moyen d'améliorer mon écriture, j'ai participé à de nombreux ateliers d'écriture dans ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez envie de développer votre écriture, je pense que c'est un moyen très intéressant. Donc on se met à plusieurs autour d'une table, il y a un animateur qui propose un sujet de façon assez libre, avec quelques consignes simples, et il donne 10 minutes, 15 minutes pour écrire. Quand on a fini d'écrire, ceux qui le souhaitent peuvent lire leur texte. C'est là aussi qu'on s'aperçoit, quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant, qu'il y a des textes qui sont superbes, mais qui sont très mal interprétés, et puis il y a des textes qui sont nettement moins, qui volent nettement moins haut, mais où l'interprétation rachète tout. En ce qui concerne chanter, comment est-ce qu'on peut être inspiré pour chanter ? La première source d'inspiration, c'est la musique sur laquelle on doit chanter, évidemment, qui est plus ou moins ouverte ou fermée, monotone ou déjà mélodique, qui va vous imposer d'utiliser une voix différente. Et au niveau de la technique de chant, bien entendu, il y a des professeurs qui peuvent vous aider. Alors moi, dans ma vie, j'ai eu 2 professeurs. Une que j'ai vue pendant 2 ans, qui était une ancienne cantatrice d'opéra, qui m'a appris une seule chose, c'est à respirer, ce que je fais très mal aujourd'hui. Parce que je ne suis pas habitué à faire des conférences, je suis habitué à faire des concerts. Et donc là, je sens que je contrôle très mal ma respiration, par exemple. Ce qu'elle m'a appris, c'est avant de commencer à chanter, avant d'entamer n'importe quelle note, prendre énormément d'air, bloquer pendant 2 secondes, et puis on attaque. C'est très simple, comme ça intellectuellement, avant de l'avoir transféré opérationnellement dans le corps, ça prend un peu plus de temps. Et puis j'ai été voir un professeur pour la voix elle-même, pour la manière de moduler la voix, qui s'appelle Serge Huilfard. Donc on a 2 grands professeurs en Belgique, c'est Serge Huilfard et José Van Damme, qui sont 2 grands chanteurs lyriques. Et M. Huilfard, il m'a fait un beau compliment, il m'a dit « Tu as déjà fait beaucoup d'albums dans ta vie ?» Je dis « J'en avais déjà fait. » Il m'a dit « Ne change rien, surtout ne prends pas de cours, parce que ce n'est pas tout à fait juste. » Effectivement, j'entends de temps en temps sur scène que je chante faux. Mais il m'a dit « Si tu vas suivre des cours, ta voix va se cacher derrière une technique. » Donc il m'a dit « Dans ton cas, je te conseille vivement de garder ce que tu as comme ça et surtout de ne pas travailler ta technique. » Ça m'a fait faire des économies. En 1995, je rencontre un Français qui a 15 morceaux comme ça, tout fait, et qui, c'est un ami qui me dit « Tiens, ce type, il fait de la musique, c'est chouette, écoute ». Et ça va très très vite, je suis très inspiré. Je suis d'autant plus inspiré que Front de 4-2 a eu une année 1993 extrêmement pénible. On s'est bagarré avec notre maison de disques, on a fait 100 concerts cette année-là, dont 70 aux États-Unis, on est crevé, on en a marre. On ne sait plus se voir en peinture et on décide de faire un break. Le groupe ne se dissout pas officiellement, mais on va faire un break qui va durer 3 ans. Et donc, je suis ouvert à d'autres choses. Et là, je vais profiter de cette fenêtre de calme un peu pour travailler donc avec ce musicien français qui propose une musique qui n'est pas très différente de Front de 4-2, sauf que le rythme est plus rapide, ça avoine aussi fort. Et je vais essayer de faire un peu l'inverse. Donc je vais un peu compenser mes frustrations Front de 4-2 en allant travailler là-dedans. Dans Front de 4-2, l'inspiration, c'est incommunicabilité, aliénation. Là, ce seront beaucoup plus des chansons qui parleront de relations humaines, relations avec mes semblables humains,
ou entre le narrateur et ses frères ou ses sœurs humaines, et avec la nature et des chansons de type écologique, ou même avec des animaux. Donc il y a une chanson d'amitié avec un dauphin, des trucs comme ça. Ah, de nouveau, quand on parle de ça comme ça en français, c'est pareil cucu, mais quand on entend le morceau, ça tient, ça tient. Donc je vais vous faire entendre un morceau de Cobalt 60, où je suis à contre-emploi de ce que j'ai fait précédemment. Je quitte ma voix caverneuse et je monte dans des harmonies un peu plus aiguës. Vous voyez les codes à ce niveau-là, c'est de la musique électronique, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de refrain vraiment identifiable, c'est un format hyper compact, c'est des codes très différents de la variété française. C'est un album, c'est donc un morceau qui s'appelle SAD, qui utilise comme technique de construction une anaphore, hein, c'est comme ça qu'on appelle des textes où on commence systématiquement les phrases par le même mot, par le même groupe de mots. Sad, sad. C'est un morceau, comme tous les morceaux de ce premier album, dont je vous ai rapidement montré la pochette, qui a été produit par un Américain, Craig Leon, qui est très connu comme producteur. Il a fait le premier album de Suicide, des Ramones. Il a travaillé au premier album de Blondie, des Talking Heads. Et c'est le seul producteur dans l'histoire de la musique qui a eu la même année un numéro 1 avec un chanteur lyrique aux États-Unis en album. Donc album numéro 1, un chanteur lyrique et un groupe pop. Mais j'ai oublié de quel groupe il s'agit. Ça peut se trouver facilement sur Internet. Attention, alors maintenant vous vous accrochez à vos sièges parce que voici le volet métaphysique de la conférence. Ça s'appelle Mololego, ou qui est réellement à l'œuvre. Alors je pense que la chose la plus importante, si on devait me demander de résumer la raison pour laquelle je suis ici, comment est-ce qu'on fait pour écrire des paroles sur la musique électronique? Eh bien, moi, j'écris et je chante ce que je vois dans la musique. C'est paradoxal comme image, mais c'est la musique qui déclenche tout. Donc, je reçois un morceau, je demande toujours qu'il soit, c'est pas toujours possible, mais qu'il soit dans l'état de finition le plus avancé possible, et les sons me font immédiatement apparaître une sorte de paysage dans lequel il y a des choses qui se passent ou qui ne se passent pas. Et j'essaye de mettre des mots sur ce que je vois. Et ces mots, ils apparaissent comme ça en surimpression sur cette image, comme une sorte de fil rouge. Et à partir du moment où j'ai réussi à l'attraper, tout le reste descend tout seul. Ce qui fait que finalement, dans ce procédé, mon rôle à moi, le jeu dont je vous abreuve là depuis le début de la conférence, c'est quand même un peu prétentieux, ce jeu-là qui aurait chié le monde.
c'est pas vraiment comme ça que ça se passe de mon point de vue. Quand j'aurai écrit les paroles, quand le morceau sera sorti, j'aurai enregistré ça à mon nom, à la SABAM. En réalité, on travaille de façon démocratique, en tout cas dans tous les groupes dans lesquels je suis. Donc, on divise tout en fonction du nombre de personnes qui sont dans le groupe. Mais, donc, j'ai une bonne partie des droits d'auteur. À qui devraient revenir ces droits d'auteur? Juste à moi, parce que non. Je pense que si c'était réparti de la façon exacte et en exacte proportion, je devrais en donner une partie à mes professeurs de français qui m'ont intéressé à lire, à mes professeurs d'anglais, quoique sur l'anglais c'est quand même moi qui fais l'essentiel du boulot, à mes parents qui m'ont ouvert à la littérature, aux grands comiques français contemporains. Ils n'ont rien raté, ils regardaient la télé, on était devant la télé le premier jour du Petit Rapporteur, on a découvert Pierre Desproges la première fois où il est passé à la télé, etc. Donc c'est toutes des fenêtres, des ouvertures sur des sources possibles d'inspiration et sur des ouvertures, enfin c'est vraiment sur un horizon qui grandit et qui grandit. Donc dans ce processus de création, est-ce que c'est vraiment moi qui fais? Moi j'ai l'impression que je suis plutôt une sorte de catalyseur et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi et qu'à la limite en le créant je le réduis, quelque chose de l'ordre de la musique ou des harmonies ou certaines, je sais pas, ou alors plus prosaïquement, hein, puisque c'est ce que je fais, des chansons qui se font plutôt à travers moi. Un ami londonien me dit, je crée un label, j'ai quelques musiciens, est-ce que tu veux essayer de faire des essais avec eux? Et je commence à chanter dans ce groupe qui s'appelle C-Tech en 1995. Et les premiers morceaux que je reçois, dans ce processus de visualisation quasiment instantanée, je vois des univers très étranges et ça me fait directement penser à un univers décalé. À un moment, je vois des sortes de lumières angéliques qui volent. Et c'est de ça c'est ça qui va m'inspirer dans ce groupe-là. Donc ce sont des morceaux qui parlent de tout ce qui est paranormal, les anges gardiens, la réincarnation, des quêtes mystiques, les armes silencieuses dont se servent nos dirigeants pour nous imposer le silence, des impressions d'étrangeté, de décalage, et donc qui sont assez proches par certains aspects de l'aliénation, de l'incommunicabilité que j'ai déjà essayé de travailler dans Front de 4-2, des paroles qui parlent aussi de la nuit noire de l'âme. Je vous fais entendre un morceau de C-Tech qui s'appelle The Lost. J'ai quelques images de promotion. Il y a très peu d'images sur le net, parce que ce groupe n'a pas existé très longtemps. Il a fait quand même 3 albums en 5 ans. Il était assez productif. La pochette du dernier album, vous voyez, qui évoque une sorte de dieu technologique un peu monstrueux. Voici donc le morceau de Lost, donc la traduction c'est Le Perdu.
blame. What choice did you make? Your pride was insane. What side did you take? Alors, par rapport à l'idée d'inspiration visuelle dont je vous ai parlé précédemment, le morceau commence avec une sorte de bruit blanc qui tourne comme un vent ou un souffle. Et puis, à un moment, apparaissent ces voix humaines, ces chœurs humains qui font oh, donc comme si un humain était interpellé. Puis commencent les séquences de batterie et de basse. C'est comme une existence ou un cœur qui se met à battre, et puis viennent les mélodies plus hautes, comme la mémoire de quelque chose d'ancien. Donc ça me semblait parfaitement correspondre avec une chute dans la matière, en quelque sorte, d'autant plus que quelques semaines avant, j'avais vu le film de Wim Wenders, Les ailes du désir, à la différence près que dans le film, l'ange qui vient s'incarner comme humain, il le décide lui-même. Il a envie d'être solidaire des êtres humains qui voient et qui réconfortent. Il a envie de savoir ce que c'est. Et ici, c'est plutôt une chute involontaire suite à une faute ou quelque chose qui aurait été commis. Quelques principes opérationnels. Là, c'est très personnel. Je pense que ça ne vaut que pour moi. D'abord, je ne me considère pas du tout comme un artiste. Je me méfie des artistes en général, qui sont des gens, en tout cas les artistes que je connais, ils sont incompris dans leur coin, à la fois très contents d'être là et puis mécontents parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont jamais assez reconnus. Moi, j'ai jamais revendiqué ce statut-là, j'ai jamais cherché à avoir de subside, rien du tout. Un jour, j'ai essayé dans le cadre de Modern Cubisme parce qu'on faisait un album avec un poète belge sur de la musique électronique, c'est quand même une chose qu'on ne fait pas tous les jours. Quand j'ai vu le volume de papier à remplir pour l'administration pour obtenir quelques dizaines d'euros, je me suis dit ça, jamais, c'est... Donc j'ai toujours travaillé ma musique avec un statut d'indépendant, voire une société, et voilà. L'avantage, évidemment, quand on a travaillé dans Front 242, c'est que quand on se présente quelque part, vis-à-vis d'un musicien surtout, vis-à-vis d'une firme de disques avec un projet, on est crédible. On n'a pas besoin de passer 10 restaurants et 50 heures à parler pour les convaincre que c'est un truc intéressant à sortir. Prophète en son pays, certainement pas, puisque Front 242, à son départ, a vraiment été rejeté en Belgique, considéré comme un groupe quasiment néo-nazi, en France aussi. Dans les autres pays, on n'a jamais eu ce genre de problème-là. Et les autres groupes que Front 242, je pense qu'à part Jacques de Pierrepont, dans les journalistes et de radio ou de la presse, personne n'a jamais parlé de tous les groupes que j'ai fait après. Donc, tant pis, je dirais... Citec, que vous avez entendu, a fait 70 concerts aux États-Unis, par exemple. Donc si ça ne se passe pas en Belgique, ça se passera ailleurs. Mon travail dans tous ces groupes, c'est ce que j'ai appris dans Front 242. J'écris, je chante et c'est tout. Éventuellement, je peux donner mon avis sur la structure d'un morceau en disant peut-être ici, ceci un peu plus court, un peu moins long, mais je ne fais rien de plus. Je suis horrifié de voir à quel point un certain nombre de chanteurs ou de musiciens ou d'artistes que je connais passent leur temps, par exemple, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour faire leur propre promotion
en postant 3 fois par jour. Je n'ai pas le temps de faire ce genre de choses-là. Parce que je ne suis pas un artiste, ça veut dire aussi que sur les 36 années où j'ai fait de la musique, il n'y en a que 5 où je n'ai fait que ça. Les 31 autres années, j'ai toujours eu un travail à temps plein sur le côté. Ce qui, évidemment, me mange mon temps, et c'est pour ça, j'écris, je chante et c'est tout. Pratiquement, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Quand je reçois des morceaux, j'essaye, donc je demande toujours à ce qu'ils soient le plus avancé, le plus abouti possible, et l'idée de base, la visualisation et les éléments, ça vient très vite ou ça vient pas. Un morceau que j'ai pas, pour lequel j'ai rien trouvé dans les 3 premières écoutes, après, il y a des morceaux sur lesquels je travaille depuis 8 ans, rien n'est jamais venu et rien ne viendra jamais. Je le fais par une sorte de conscience professionnelle complètement dépassée, complètement inutile, mais ça vient vite ou ça vient jamais. Ce que le public attend, j'en ai rien à foutre. Il y a un musicien très célèbre, le plus célèbre groupe de musique, EBM aujourd'hui, c'est un groupe anglais dont je ne citerai pas le nom, mais je veux bien vous le dire en aparté, mais individuellement. Un jour, le chanteur, avec qui je suis camarade, je ne suis pas ami avec beaucoup de gens dans ce milieu-là, mais avec celui-là bien, il m'a dit « Oh, l'autre jour, on a fait un nouveau morceau. Les gens ne connaissaient pas parce qu'il n'est pas encore sorti, et toute la salle dansait. Le prochain album, on fait 10 morceaux comme ça. » C'est exactement le contraire de ce que j'ai envie de faire. Quand il y a un truc qui a marché, une formule qui marche, ben on passe à autre chose. On essaye de découvrir autre chose. D'ailleurs, c'est un peu... ça se devine, enfin j'espère que vous l'avez compris dans ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Quand je m'engage dans un nouveau projet, je viens faire dans ce nouveau projet ce que je n'ai pas encore fait ailleurs. Bien sûr, je viens avec mon bagage, avec mes connaissances. Éventuellement, de temps en temps, il peut y avoir des points de connexion. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens pour toujours apprendre et à découvrir d'autres choses. Et comme avec le temps, quand même, on vieillit et on s'attache peut-être un peu plus à la manière dont se fait les choses. Au fur et à mesure que le temps passe, je deviens de plus en plus intéressé et conscient de la façon dont se passe le processus de création plutôt qu'au résultat. Comme je délègue toute la production, tout le mixage à quelqu'un d'autre, a priori, quand il a fini son travail, je ne vais pas lui dire « Non, ça ressemble à rien, une fois j'ai dit non, ce mixage-là, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, parce qu'il me semblait qu'il y avait vraiment des grosses erreurs, même si je ne suis pas tout à fait content du résultat final, parce que je trouve que les instruments comme ça pourraient être machin. Non, si le processus a été et c'est le cas, sinon je ne serais pas attardé dans ces groupes, si le processus a été bon, si les fructueux, si les contacts entre les gens sont harmonieux, eh bien, ce processus-là devient progressivement au moins aussi important que le résultat. Le monsieur qui est derrière les synthés à droite s'appelle Jean-Marc Mello, et un jour, il m'a fait parvenir un CD. Il fait de la musique électronique instrumentale uniquement, des morceaux qui font un peu penser à... dans une version un peu plus moderne, mais produite de façon plus pointue, à peut-être de Jean-Michel Jarre ou Vangelis, des choses comme ça. Et cette musique me plaisait bien, donc je l'écoutais chez moi en boucle. Et un soir, je me suis mis à lire les fleurs, à relire, il ne faut jamais dire, je me suis mis à lire un livre, je me suis mis à relire Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et je trouvais que ça collait, l'ambiance musicale qui était créée collait très bien avec certains poèmes. Et donc, un peu, de façon très tresse, j'ai pris ces morceaux et j'ai mis des voix dessus. J'ai mis des poèmes de Baudelaire dessus. Alors j'ai essayé de faire ça, je ne suis pas producteur, donc j'ai essayé de faire ça de la façon la plus précise que je pouvais. Puis un jour, je suis allé chez lui, avec plusieurs bouteilles de vin, et quand il a été bien aviné, je lui ai dit « Tiens, écoute ce que j'ai fait sur ta musique ». Il a failli tomber de sa chaise. Mais je lui ai proposé « Est-ce que ça te dirait de faire un projet comme ça ?» L'idée, ce serait, on ne fait que des poètes français et on fait des chansons avec des poètes français. Je n'ai pas eu trop de mal à le convaincre. Et donc, on a créé Modern Cubisme. On a fait jusqu'à présent 3 albums. Le premier, donc, que des poèmes de Charles Baudelaire. Le premier s'appelle Les Plaintes d'un Icare. Le deuxième, les mêmes avec d'autres et dans d'autres interprétations
enregistré au cours d'un concert qu'on a fait à Bruxelles et qui est ressorti en janvier de cette année-ci sur un label allemand en double CD et qui est ressorti sur un nouveau nom qui s'appelle Ravivé. Pourquoi est-ce qu'il est ressorti ? Parce que la firme de disques qui a produit les deux premiers a arrêté ses activités. Et pourquoi est-ce qu'il est sorti sur un label allemand ? Eh bien, je vous ai dit, personne n'est... je ne suis pas poète, je ne suis pas, j'allais dire, je ne suis pas poète dans mon pays, je ne suis pas prophète dans mon pays. Et donc, j'ai démarché un certain nombre de firmes de disques qui me semblaient intéressantes en Belgique et en France, et personne n'était intéressé. Et alors que j'avais enterré le projet, c'est une firme allemande qui s'est proposée et qui m'a dit, je sais que tu as un album en préparation, là, le 3e, c'est un poète belge, un Norge. C'est un poète absolument magnifique. Et c'est eux qui ont sorti le 3e album, qui est sorti en 2013, et qui ont ressorti donc les deux premiers en 2014. Norge. Alors Norge, c'est un très grand poète belge. On connaît tous Émile Verhaert, René Maurice Carême. Norge est peut-être moins connu. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Norge. Le premier poème que j'ai lu de lui, j'ai immédiatement décrété que pour moi, c'était un génie. Le premier poème que j'ai lu de lui, il s'appelle Pan, comme l'animal, P-A-O-N, hein, l'animal qui fait la roue. Et ce poème, il fait 2 lignes. Et il fait ceci. Ton polychrome cul nous charme, c'est certain, Pan. Mais tu Dieu que ton cri nous déchire le tympan. Quand j'ai lu ça, j'ai eu du frisson, m'ont parcouru du nord au sud et de l'est à l'ouest, et je me suis dit, qui c'est ce type dont j'ai jamais entendu parler quasiment à 50 ans, j'avais jamais entendu parler de Norge. Il y a un énorme recueil chez Segers de 700 pages avec tous ses poèmes. J'ai connu les plus beaux moments d'extase littéraire de mon existence à la lecture de Norge, et donc on a fait cet album, Tout le firmament autour. Le 4e album, ça c'est le chanteur sur scène, vous remarquerez ses doigts, on dirait des carottes qu'il a à moitié mangées. Ça, c'est la pochette de l'album. Bon, le titre de l'album de Norge, c'est Tout le firmament autour. C'est une pochette qui a été faite par mademoiselle Nathalie Sacou-Desfranchi, qui est l'assistante graphique de Jean Nouvel, l'architecte français. Pour le 4e album, il n'est jamais trop tard pour bien faire, enfin pour essayer de bien faire. J'écrirai tous les textes des morceaux en français. Ce sera le premier album de ma vie que j'écrirai en français. Ce sont des textes poétiques et contraints. Contraints, c'est-à-dire je me donne des contraintes assez contraignantes, notamment dans ce morceau qui s'appelle Le Roi des Traits. Voilà, c'est un morceau qui raconte l'histoire d'un roi dont la maîtresse s'est barrée avec un inconnu qu'elle a rencontré sur Internet. Il va essayer de l'attraper pour le trucider. Et sa maîtresse va venir plaider sa cause et va obtenir de lui qu'il abandonne ses projets homicides. Et à la fin de la chanson, le roi tombe amoureux de la grande prêtresse de son royaume. Et la contrainte, c'est que dans chaque ligne qui fait entre 10 et 11 pieds, le son trait ou trait doit apparaître au moins 2 fois. Alors le début de la chanson, pour vous donner un exemple, le début de la chanson fait ceci. Le roi des traits est en détresse, sa maîtresse attitrée a mis les voiles, elle s'est fait la malle la traîtresse, avec un lettré rencontré sur la toile. Bon, pour vous montrer que les traits sont là 2 fois par ligne, le roi des traits est en détresse, sa maîtresse attitrée a mis les voiles, elle s'est fait la malle la traîtresse, avec un lettré rencontré sur la toile. Oui. Et il y a 80 lignes de texte à peu près, où ça revient tout le temps. Et d'autres choses aussi. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Race de veau, où on travaille sur les assonances. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes sons qui sont utilisés dans le cadre du même couplet. À un moment, je chante faucifère à cet hiver, et à ces veaux si féroces qui y vocifèrent. Vous entendez que c'est systématiquement les mêmes syllabes qui sont utilisées. Alors, je mens un peu en disant que je vais écrire tous les textes. Ça, c'est le chanteur qui fait l'andouille dans le parc Tournai à Boisfort. Il y a un morceau, le seul morceau de cet album qui est déjà terminé aujourd'hui, enfin, il n'est pas tout à fait encore fini au point de vue mixage, mais les paroles sont écrites et la musique aussi. C'est le seul que je n'écrirai pas moi-même, il s'appelle « Toi ici, moi là ». Les paroles ont été écrites par Dominique Costermans, qui est une auteure belge relativement connue, qui cartonne pour le moment avec son nouveau recueil de nouvelles qui s'appelle « Petite coupure ». Voici donc ce morceau.
Il y a de nouveau une contrainte ici dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle n'est peut-être pas facile à trouver. C'est un texte qui est écrit sans la lettre E. Techniquement, ça s'appelle un lipogramme. Ce sont des contraintes, pour la plupart, qui sont inspirées de la littérature, du groupe littéraire qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui a été fondé par Hervé Le Lyonnais et Raymond Queneau en 1960, et dont le plus illustre représentant a été Georges Perec. Georges Perec a écrit un bouquin qui s'appelle La disparition. C'est un roman qui fait à peu près 300 pages dans lequel il n'utilise pas une seule fois la voyelle E. Et le sujet du roman, c'est justement la disparition de cette fameuse voyelle. Le détective, le héros principal qui disparaît entre le chapitre 4 et le chapitre 6 s'appelle Anton Voil, V-O-Y-L, sans E. Donc il a laissé dans son roman des tas d'indices pour montrer que c'était bien la disparition du E qui était l'objet de son roman. Il y a 26 chapitres, comme les 26 lettres de l'alphabet, mais il n'y a pas de chapitre 5, le E étant la 5e lettre de l'alphabet. Il a tellement bien fait son coup, ce garçon, il a écrit d'autres choses complètement incroyables, il a tellement bien fait son coup que quand son roman est sorti, la moitié des critiques n'ont pas compris ce qu'il avait fait. Donc la meilleure façon de traiter une contrainte ou de produire un texte contraint, c'est évidemment quand personne ne se rende compte de la contrainte. Il a particulièrement réussi son coup et il a été particulièrement inspirant pour toute une série de choses que j'ai écrites. En 2006, le monsieur qui est à droite, il s'appelle Len Lemaire. Il a un groupe depuis une quinzaine d'années qui s'appelle Implant. Et il a été le musicien de scène pour Anne Clark pendant 6 ans d'affilée dans sa version électronique. Après, Anne Clark a changé. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Anne Clark, c'est une poétesse anglaise qui est quand même assez importante dans la musique alternative. Donc elle a travaillé pendant très longtemps avec une formule électronique. C'est lui qui faisait la musique. Il me demande de participer à un de ses morceaux pour son projet Implant. Je le fais et ça se passe tellement bien et tellement vite parce que le morceau était inspirant qu'il me dit tiens, on ferait pas un groupe ensemble avec le monsieur à gauche qui là, au lieu de jouer de ses batteries, il photographie le public, ce qui n'est pas très sérieux. C'est une photo prise à Stockholm l'année passée. Et donc on décide de faire, je leur dis d'accord, mais on se met d'accord, avant de commencer à écrire la moindre note de musique, on se met d'accord sur un thème bien particulier, et donc on échange un peu sur les sujets qu'on aime bien, et tous les trois on dit science-fiction. Donc on va faire un groupe où les seuls sujets d'inspiration, il y a beaucoup à dire, c'est la vie sur Terre et ailleurs dans 100 ans. Donc le premier album on le fait en 2008, eh bien ce sera... Qu'est-ce qui se passe sur Terre et ailleurs en l'an 2108 ? Il y a des sources innombrables pour ça. Tout ce qui est de la science-fiction en BD, en film, en littérature, l'astronomie, une fascination pour les planètes, l'écologie, l'ésotérisme aussi, et puis des prévisions plus ou moins scientifiques. Les bouquins d'Hubert Reeves, Le mal de terre, par exemple, ça a été une source d'inspiration. Le livre de l'ancien lieutenant du commandant Cousteau, Yves Pacalet, qui était un utopiste très optimiste qui, ces dernières années, a basculé. Son avant-dernier bouquin s'appelle « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Il n'est pas très optimiste sur ce qui va se passer. Donc encore des photos de Madame Crescens qui montrent bien que... Enfin, je sais pas, pour moi, ce sont des photos qui font bien ressortir un côté un peu science-fiction. Même la tête des membres, c'est un peu des humains déjà à moitié croisés avec des aliens. Aussi la pochette du deuxième album. Quelques thèmes de morceaux, par exemple. Bon, dire que l'humanité est un fléau, vous connaissez peut-être vous connaissez cette blague, ces deux planètes qui discutent ensemble. Ça va toi, ça va. Moi, ça va pas trop parce que j'ai attrapé une maladie. Ah. Ouais, ça s'appelle l'humanité. Puis il y a l'autre qui dit ah ouais, je connais, ouais, j'ai eu ce virus-là il y a longtemps, mais t'inquiète pas, ça va s'autodétruire très vite. Des morceaux qui parlent de rudiments de conscience chez les machines, c'est pas très neuf non plus,
C'était le thème principal du film Blade Runner. Des émeutes anti-extraterrestres sur Terre, qui font penser au film District 9 de... J'ai oublié son nom. Un film de science-fiction, Blomkamp. La ceinture équatoriale qui, à cause du réchauffement climatique, devient inhabitable. Ça, c'est le prochain morceau que je vais vous faire entendre. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a un rapport de la NASA qui est absolument alarmiste en disant qu'à cause des problèmes de réchauffement, il y a des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui vont devoir être relogées, enfin recasées ailleurs, et que ça risque de créer au moins de graves heurts sociaux, si pas des guerres. Des morceaux qui parlent de voyage dans le temps et dans les dimensions, des morceaux qui parlent de la réquisition sur la Terre de tous les médiums ou de tous les voyants extralucides pour essayer de deviner d'où viennent des aliens qui nous ont attaqués très très loin mais qui sont une menace réelle pour la survie de l'humanité. Des hérissons et des porcs-épics qui sont devenus blindés. Je chante la transformation foudroyante et dramatique, affectant sans distinction hérissons et porcs-épics dont les piquants sont à présent plus durs que l'acier trempé et dont les dents cisaillent gaiement les bétons les mieux armés. C'est un morceau en français qui est directement inspiré des idées noires de Franquin, une des planches des idées noires. Un canon qui tire des trous noirs, ça c'est la menace ultime, hein, quand vous avez un adversaire cosmique qui vous défie, le machin, vous dites continuez à nous embêter, nous tirons un trou noir sur votre soleil. Il y a de quoi mettre les gens, enfin, un peu les calmer. Et aussi un certain humour aussi dans certains textes. Il y a un morceau qui parle de la composition chimique du corps humain. Donc il y a 65 éléments chimiques dans le corps humain en proportions très variées. Les 3 premiers étant l'hydrogène, l'oxygène. Et j'ai oublié le 3e, ça c'est incroyable, ça. Mais je ne le chante pas sur scène, j'ai une excuse. L'azote. Et vers la fin, je glisse. Dans la musique, ça passe un peu inaperçu. Vous avez un élément qui s'appelle, en quantité astronomique, le sans-gêne. Alors je vais vous faire entendre un morceau qui sera le dernier, mais qui résume bien la conférence. En tout cas le sujet de la conférence, parce que c'est un morceau qui parle de science-fiction, qui parle du réchauffement climatique à venir qui va s'amplifier, qui a une dimension poétique, dans lequel il y a une contrainte que je vais vous demander d'essayer de trouver, c'est pas facile. Et puis la dernière dimension, c'est quoi encore dans la conférence ? Je ne sais plus, mais je vais justifier ça a posteriori. Le voilà, il est très rapide. Dead are the daisies, dead are the dandelions.
settled down here. Dust and drought have settled down. Entre-temps, ça m'est revenu, la dimension que j'avais oubliée dans cette chanson, c'est la dimension électronique, tiens donc. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la contrainte formelle? Non? Alors, je vais vous montrer les paroles, ça va apparaître assez rapidement. Vous voyez, elle est déjà dans le titre Dust and Drought. Chacun des 3 morceaux du titre comporte la lettre D. Et en fait, j'ai travaillé sur une surfréquence du D. Donc, j'ai surchargé le morceau avec des D. Sur la première ligne, Dead are the dahlias, dead are the daisies, vous avez 6 fois le D sur 10 syllabes. Puis dans la deuxième, Dead are the dandelions, 4 fois sur 7 syllabes. Donc je traduis pour les non-anglophones, mort les dahlias, mort les marguerites, mort les pissenlits, etc. Tout en bas, vous voyez le compte final, l'occurrence du D dans les syllabes. Il y a 197 syllabes dans ce morceau, si je compte tout ce qui est dit. Et le D revient dans 54% des syllabes. Donc, une fois sur 2, plus qu'une fois sur 2, le son D. Et si on fait le compte des lettres, il y a 106 D sur 757 lettres au total, c'est-à-dire 14%, alors que la fréquence normale du D... Et là, j'ai fait une erreur méthodologique monstrueuse parce que je me suis trompé, j'ai pris la fréquence du D dans la langue française. La fréquence du D de 3,7%, j'aurais dû regarder en anglais. Mais enfin, a priori, ça ne doit pas être très loin. Donc, 14% versus 3,7% normalement. J'ai donc créé un morceau avec une surfréquence du D de 378% et je suis très fier de ça. Alors, ça s'appelle... cette contrainte, je ne sais pas comment elle s'appelle, ça porte sûrement un nom. La contrainte qui consiste à laisser tomber des lettres volontairement de l'alphabet dans un texte, ça s'appelle un lipogramme. Lipogramme du grec lipo, je laisse, et gramme, le caractère, la lettre. Et voilà. Alors, en 2008, j'ai écrit un petit bouquin. Je suis désolé, j'en ai plus aucun à vendre. J'ai tous vendu hier lors de la même conférence à Bruxelles. Et comme j'habite en Allemagne, j'ai pas eu le temps de retourner pour en prendre plus. Au départ, ce sont des exercices amusants de ce type-là. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais en tournée. Quand on fait des centaines et des milliers de kilomètres dans un van qui roule pas très vite, on s'ennuie. Et pendant que mes camarades écoutaient de la musique, eh bien moi, j'avais les fables de La Fontaine. Je réécrivais toutes les fables de La Fontaine sans employer la lettre E. Je les ai pas fait toutes, mais j'ai fait la moitié à peu près. Et un jour, j'ai montré ça à des auteurs. Donc, je vous ai cité Dominique Ostermans, mais j'ai rencontré aussi Théophile de Giraud, Noël Godin, Jean-Pierre Verreg, etc. Et de temps en temps, quand on était ensemble, je leur racontais, je disais ce que je faisais. Et alors que pour moi, c'était que des petits exercices amusants, ils m'ont dit « Mais tu devrais publier ça ». Bon, pas tout, mais tu fais une petite sélection. Et un jour, j'ai été interpréter 3 textes que j'avais écrits devant un public, donc à l'occasion d'un micro ouvert. Et dans le public, il y avait David Giannoni, qui était à l'époque le directeur des éditions Malmström, et qui m'a dit « Ce que tu fais, je veux le publier dans notre série ». Et donc, ce recueil a été publié. Ça m'a donné des envies de scène, donc d'interpréter certains de ces textes sur scène. J'ai travaillé sur scène un peu avec la troupe poétique Nomade et beaucoup avec les Oiseaux Moqueurs, qui sont le dernier groupe dont je vais vous parler. Donc ça, c'est exclusivement en français, avec mon camarade Didier Tchepchik, qui est un excellent guitariste, qui connaît une carrière internationale, je dirais, très réelle, surtout en dehors de la Belgique, de nouveau, avec le groupe de Breath of Life, et avec un autre groupe qui s'appelle Texas Trauma. Il a travaillé avec d'autres groupes encore. Et ce qu'on fait dans ce groupe-là, c'est de l'ordre de, je dirais, c'est un comique de type cabaret troupier. Les comiques troupiers, c'était des gens que l'armée française envoyait devant les soldats pendant la Première Guerre mondiale pour essayer de leur remonter le moral. Il fallait quand même un peu leur remonter le moral avec leur ligne Maginot qui a été enfoncée quasiment sans combattre par les Allemands. Il y a des auteurs absolument magnifiques qui faisaient des choses que je crois aujourd'hui on n'oserait plus chanter. Donc on fait des reprises de ça, des adaptations de ça aussi. Et on fait toute une série de sections qui sont consacrées à des jeux de langage, des anagrammes, des palindromes, des choses comme ça. Les Oiseaux Moqueurs.
Ça ne se voit pas trop sur l'image, mais derrière, en plein centre, vous avez un petit oiseau. Et dans le vert, là, ce sont des plumes. Je vais, pour terminer, vous interpréter, a cappella, quelques morceaux qu'on fait sur scène avec les oiseaux moqueurs. Le texte le plus célèbre de la langue française, c'est Le corbeau et le renard. Hein, on est d'accord avec ça, tout le monde connaît ça. Tout le monde a appris ça à l'école. Eh bien, je voudrais vous le faire sous forme de lipogramme, donc avec des contraintes. On enlève certaines lettres. Donc le premier, je vous le fais sans utiliser la lettre E. C'est la contrainte la plus courante. Pourquoi c'est la plus courante? Parce que c'est la lettre E qui est la plus fréquente dans la langue française. Hein. Vous avez parlé de la fréquence du D, 3,7%. La fréquence du E, c'est 17%. Donc ça veut dire qu'une lettre sur 6, quand on écrit en français, c'est un E. Donc je vous fais Le corbeau et le renard sans la lettre E. Ça s'appelle un corbac ainsi qu'un goupil. Un noir corbac, au haut d'un acacia, avait au suçoir un gouda. L'ami goupil, par son flair là conduit, lui parla plus ou moins ainsi. « Ah, salut, corbac si galant, ton allant m'ahurit, tu m'as l'air fort fringant. Si ton inspiration luit tout autant dans ta diction, tu as ton rang au top du gratin du sous-bois. » À son laïus du corbac, soudain, d'un coup, craqua, pour qu'on pût ouïr sa voix, ouvrant son avaloir, il lâcha son gouda. Goupil, l'ayant saisi, lui dit « Tu sauras du corbac qu'un courtisan vivra toujours aux frais d'un plus niais. Ton instruction m'a valu ton clacos, pas vrai ?» Du corbac, quinaud confondu, jura, mais plutôt tard, qu'il n'y faillirait plus. Si je récupère tous les E qui ne figurent pas dans cette version-là, et que je les replace dans une autre version, ben voici un lipogramme en A-O-U-I-Y. Je n'emploie que la voyelle E, et ça s'appelle le merle et le fenec. Le merle est perché en se frêne, herve en bec. Le fenec le sent, se présente, et le hèle en ces termes. Et t'es extrêmement sélect, mec. L'excellence de tes speeches est-elle celle de tes peines? T'es réellement le chef des êtres hébergés en ces frênes. Le merle se sent encensé, entreprend de crételer, se fend le bec et perd bêtement le herve. Le fenec le prend et émet cette sentence, sensée. Entends, merle, encensé, c'est délester le bonnet. Je te le révèle, et me becte cette denrée fermentée belge. Le merle, lésé, hébété, désespéré, se perd en regrets éternels et en serments échevelés de ce genre. Je cesse d'être berné, merde. Alors, si on l'écrit, alors si on fait une antiversion, suivant le même principe, dans le titre, Le corbeau et le renard, il y a 4 voyelles. Il y a le A, le E, le O et le U. On va faire une version où il n'y a que des I et des Y. Et la chute sera, c'est une antiversion, donc à la fin, c'est le contraire de ce qui se passe dans la fable originale. Donc il faut s'accrocher parce qu'il faut quand même un petit peu tordre la langue pour faire un texte rien qu'avec des I et des Y. Ça s'appelle l'ibis et l'igrisli. L'ibis, il lit dans le pain, un qui rit dans le pif. L'igrisli, il y vint, il l'y vit, puis il l'y fit, l'ibis. Ti ben chic, ti mirifique, si ti fisi trilili, chiche. L'ibis, il dira. Il réfléchit. Il réfléchit. Petite minute. Puis, il prit les kiris avec ses griffes
pris le kiri, l'a mis dans le nid, puis il lui dit j'ai mis vie inscrit à l'université de Tbilissi. Et j'ai un kiri de 126. Si j'ai fait tri les livres avec les kiri dans le pif, les kiri finirait par terre. Les grizzly, il se dit il est très très malin. Peut être kiri. Et j'ai redevie. Puis il s'enfuit. C'est fini. Eh bien voilà, je suis arrivé au bout. J'étais nettement plus long qu'hier, hein, je m'excuse, c'est parce que vous m'avez mis à l'aise, je vous ai dit, c'est votre faute. S'il y a des questions, j'y réponds volontiers, sinon je bois de l'alcool. Oui. Refaire le même exposé sans E. Écoutez, alors, vous m'auriez demandé ça il y a 10 ans, je vous l'aurais fait sans problème. Je pourrais... C'est pas très compliqué. Hein. C'est pas, ça paraît comme ça, c'est un peu... parce que je vous prends par surprise et que c'est un peu spectaculaire. Mais je l'ai fait avec quelques amis à un moment. Donc à un moment, on s'est dit, on va essayer de se parler sans utiliser jamais le E. Alors il faut avoir un peu de mémoire et repérer les mots. Il y a plein de mots qui tombent évidemment, mais par exemple pour dire oui, ben, il suffit de dire oui, hein, c'est un truc... C'est une gymnastique qui s'acquiert très vite et qui se retient bien. C'est un peu comme vous vous préparez pour un marathon, le plus vous le faites et plus les muscles vont être là pour le faire. Donc c'est pas si compliqué, mais c'est une pratique que je n'ai plus depuis un certain temps. C'est pas très difficile, il suffit de s'y mettre. Un dictionnaire des synonymes est recommandé comme accompagnement. Hein. Oui. Vous avez montré votre amour de la langue française dans l'exposé ici. Vous venez encore de le démontrer là maintenant. Je me posais la question, sur plus de 30 ans de carrière, pourquoi si peu de morceaux en français quelque part dans votre écriture? Et plus généralement, comment expliquez-vous le manque... Enfin, moi, je suis amateur de musique électronique, je trouve qu'il y a très très peu de français dans la musique électronique en général, et alors que je trouve que c'est une langue qui s'y prête plutôt pas mal. Excellente question, je vous remercie. Alors, il y a plusieurs éléments qui jouent pour ça. En ce qui me concerne, la cause de la fin du groupe Cobalt 60, par exemple, c'est que moi, je voulais faire des textes en français, et le musicien Dominique Lallemand, qui travaille avec moi, ne voulait pas. Et il ne voulait pas, à mon avis, parce qu'il pensait, ouais, mais si on chante en français, on n'aura plus de succès en Allemagne et dans les pays non francophones. Donc, il y a cette première chose-là. Je dirais la deuxième chose, c'est que la langue universelle, pour ce qui est la musique rock et apparentée, et même si la musique électronique est souvent en réaction contre la musique rock, quelque part, les groupes qui sont dans ce circuit-là, ils vont jouer dans les mêmes salles, ils sont dans les mêmes circuits commerciaux que les auteurs de rock, c'est l'anglais. Et ça, ça fait un peu partie des codes, hein. Ça fait un peu partie des codes de la musique. Maintenant, pourquoi aussi j'ai pas commencé plus tôt moi en français, c'est parce que je pensais pas que ça allait marcher, c'est parce qu'en général, il faut qu'on me pousse un peu. Monsieur Sylvain Isaac, ici présent, la première fois qu'il m'a proposé de faire cette conférence, j'ai dit mais non, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas l'homme de la situation. Donc il m'a poussé et je l'ai fait. Même chose pour, si je n'avais pas rencontré, c'est Dominique Ostermans, la première, qui avait déjà publié, qui m'a dit mais tes trucs là, il faut les faire, il faut les sortir, il faut les publier, donc il faut... Maintenant, il y a des groupes dans l'histoire de la musique qui ont fait de la musique électronique en français, avec plus ou moins de métal urbain, par exemple. C'est plutôt punk. Cabaret Voltaire, c'était chanté en français? Pas souvent, hein. Non, hein. Trisomie 21 avait peu de textes, c'était plutôt des morceaux instrumentaux. Il y a Taxi Girl. Donc il y a quand même des choses plus récentes en musique électronique. Mais le problème, c'est que moi, je suis un très mauvais connaisseur. Tant que j'étais amateur, donc jusqu'au début des années 80, je me suis beaucoup intéressé à la musique. Je suivais beaucoup de groupes, mais à partir du moment où j'ai commencé à en faire moi-même, j'ai arrêté d'écouter.
parce que c'est un peu le syndrome du plombier. Hein. Quand vous avez fait la plomberie une bonne partie de la journée, le soir, quand vous rentrez chez vous, vous ne continuez pas à faire la plomberie, quoi. Donc quand on travaillait ensemble à la musique, quand je rentrais chez moi, j'avais déjà une tête comme un seau. C'est pour ça que j'ai pris la chanson et l'écriture. Parce que pour moi, travailler en studio et avoir cette musique dans ces immenses baffles, mes camarades, ils savent faire ça pendant 24 heures, travailler un son de bass drum, boum, 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 c'est pas bon, boum, 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 c'est pas bon, boum, 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 c'est toujours pas bon. 24 heures après, c'est toujours pas bon. Moi, après une demi-heure, je suis malade, c'est un truc, j'ai une migraine, donc, voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais effectivement, ce serait souhaitable. Ce qui est un peu, quand même si je ne recherche pas, j'ai quelques groupes que je suis comme ça, mais très peu. Je regrette quand même que, avec toutes les possibilités techniques qu'il y a aujourd'hui, que la plupart des groupes, hein, c'est un peu le syndrome de la photocopieuse que j'ai évoqué, les groupes se concentrent sur des créneaux qui marchent en fait. Et ils font tous sur la scène alternative électronique. Mon amie est extrêmement sociable, elle connaît beaucoup de musiciens, donc elle m'amène à des festivals. Et donc je suis là avec mon esprit critique et avec le cerveau que j'ai configuré à peu près, je pense, normalement. Et je me dis, mais ce groupe-là, c'est la même chose que le précédent. Il y a une sorte d'uniformité comme ça que je regrette parce que tous les éléments sont là pour... je veux dire, la musique est vraiment à la portée aujourd'hui avec les softwares. On pourrait faire des choses révolutionnaires dans des tas de directions. Et à mon grand regret... Beaucoup des groupes, ou alors c'est que je ne suis pas assez curieux, mais prennent tous la même autoroute en se disant « ouais, c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche ». Voyez ? Pardon ? Avec la New Beat, oui, voilà, tout le monde a pris. Il y a une porte qui s'ouvre, ça marche, et tout le monde s'engouffre là-dedans en espérant récolter sa part du gâteau, quoi. Donc tu as dit que Cobalt 60, ça n'a pas fonctionné parce que le français n'était pas bien reçu. Depuis lors, tu as quand même proposé des textes en français à pas mal de groupes qui sont venus te chercher. Est-ce que je voulais savoir si à l'origine, ils venaient te chercher parce qu'ils savaient que tu chantais aussi en français ? Je pense par exemple à Psy Avia, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, tu as fait une chanson en français avec eux. Mais plus anciennement, sur l'album Nemesis de Gliss, tu as quand même glissé une chanson en français, en plus d'une adaptation en anglais. Comment est-ce que ça a été réceptionné ? Bon, Gliss, c'est quand même américain, a priori, le français était un peu éloigné de leur univers. Est-ce que eux, c'est une démarche de leur part qui viennent te chercher en te disant ouais, t'as fait le français, ou alors t'as dû batailler ferme, ou c'est passé, ils s'en sont pas rendus compte ou Non, je leur fais peur, hein. Je leur fais peur, alors ils viennent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Je ramène ma fraise et je fais mon intéressant, mais je sais pas, il y a déjà des centaines de groupes qui m'ont demandé de chanter avec eux. Bon, alors ils se disent ouais, c'est bien d'avoir un nom un peu connu avec nous. Alors, quand j'aime pas, je réponds pas. Dans la plupart des cas, j'aime pas. La musique, ça me dit rien, ça m'évoque rien. De temps en temps, je dis la vérité. Il y a un artiste français que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, qui s'appelait en tout cas Millimétrique, qui fait des morceaux instrumentaux, et à un moment il m'a demandé de mettre des paroles dessus. Mais il m'a proposé 3 morceaux. Ces morceaux étaient tellement bien faits que je me disais, mais je ne vois pas du tout comment je pourrais ajouter quelque chose. Ce morceau est parfait. Il a très mal pris ça. Je lui ai dit, écoute, je trouve que ton morceau est parfait. Il est persuadé que je lui ai menti et que je trouvais que sa musique était de la merde. Je pense qu'il était... Allez, c'est complètement faux, je lui ai dit la vérité. Et parmi les groupes, les quelques-uns qui m'ont intéressé, là, ma condition, c'était, ok, je prends, je vais faire, mais je fais ce que je veux. Il n'y en a jamais aucun qui m'a dit, non, tu dois faire ça comme ça, et ça doit être en anglais obligatoirement, donc c'est moi qui décide. J'aime bien ça. Voilà, eh bien, il n'y a plus de questions. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une bonne soirée.